Assalamu alaikum. Bienvenue dans votre émission Les musulmans s'interrogent. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les droits civiques, les droits de l'homme. Pour cela, j'aurai le plaisir d'interviewer Monsieur Gamal Abina. Gamal, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la défense des droits de l'homme. Est-ce que nos droits sont respectés? Quel est votre champ d'action exactement? Alors, quand on parle de défense des droits de l'homme, c'est dans le cercle français évidemment. À savoir, me concernant, on a fondé une association qui s'appelle le MDC DPI. Donc c'est un mouvement de défense des citoyens et surtout de la défense de la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il y a eu tout un tas d'affaires qui se sont succédées et nous disons qu'effectivement il y a un vrai problème en termes de traitement des prisonniers en général et particulièrement me concernant des Maghrébins. C'est-à-dire la perception qu'on a de nous dans les prisons et la façon dont on est jugé. Et malheureusement, on est les plus exposés socialement aux problèmes de délinquance ou de dérives autres. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a une automatisation de l'incarcération, avec tout un tas de dispositifs qui sont intervenus, comme par exemple ce qu'on appelle la détention préventive. Donc quelqu'un est supposément délinquant, dangereux ou tout autre type de ce qu'on appellerait criminel. Ils le mettent en prison par sûreté, pour pas qu'il s'échappe, pour pas qu'il récidive, pour pas qu'il recommence à être un danger. Ça, c'est un premier aspect, et malheureusement, c'est devenu automatique. Le second aspect, c'est la question, c'est des lois qui ont été votées récemment, de faire des comparaisons immédiates. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui est pris sur un fait en flagrant délit, donc sur un plan judiciaire, ça a du sens, le flagrant délit, le flag, comme on dit, il est tout de suite déféré devant le parquet qui va le juger dans la journée. Donc il n'a pas la possibilité de défendre sa position, il n'a pas d'avocat, il n'est pas assisté, il se retrouve dans un jugement dans lequel évidemment il ne connaît rien. Et ce jugement le conduit automatiquement en prison. Là encore une fois, il y a un problème en termes de traitement de la population dite immigrée et plus simplement de la population défavorisée, parce qu'ils n'ont pas accès souvent aux avocats qui sont chers, il faut payer un avocat, c'est pas gratuit, qui sont souvent considérés comme étant des délinquants par essence, c'est-à-dire qu'ils naissent délinquants quasiment, et que la perception de l'instrument qui va gérer cette délinquance, qui est la police, qui est donc le judiciaire, le pouvoir de police, donc, va sur le terrain, va attraper ce qu'il considère comme étant des délinquants pour X ou Y raison, ça peut être la tenue ou la tête, on parle de délit de faciès, et va le déférer en justice, et souvent, il y a j'ai connu ce cas-là, des personnes qui sont jugées sans avoir commis quelques actes de délinquance, mais ressemblaient à une autre personne, on a considéré que c'était elle, et puis on les a incarcérés. Oui, justement, notamment pour le délit de faciès, il y avait eu des arrêts qui avaient été rendus par la cour d'appel parce que des personnes avaient, saisi la cour parce qu'ils avaient été attrapés par la police et parce que la police justement avait dit qu'ils étaient délinquants et en fait ils n'avaient rien fait. C'est juste par rapport à la couleur de leur peau, ils ont été. J'ai envie de dire qu'on dit que tous les Arabes se ressemblent. C'est une perception raciste, évidemment, et racialisante. Donc, un Arabe voit un Arabe. En gros, si quelqu'un s'habille avec une casquette, on va prendre l'autre type qui a une casquette par identification instantanée. C'est lui qui a fait l'acte. Et on a déjà un cas de figure comme ça. C'est un ami justement qui s'appelle Hosni Mahati qui a défendu un de ses clients. Ah oui, un célèbre avocat, oui. Oui, très célèbre. C'est quelqu'un qui est très bien et qui est extrêmement efficace sur la procédure. C'est pourquoi d'ailleurs il gagne souvent ses affaires. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un cas de figure d'un client qui a été interpellé sur un lieu il y avait une manifestation pro-palestinienne, avec des heurts avec la police. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé. Il a été immédiatement jugé, donc ce fameux jugement instantané qu'on appelle la comparution immédiate. Et une fois qu'il a été jugé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis en prison. Et il a fallu des photos, il a fallu tout un tas de choses qui contredisaient la version de la police parce qu'elle était persuadée et intimement convaincue que c'était lui, une histoire de blouson, de couleur, de badge, je sais pas quoi. Et ils ont fini par se rendre compte qu'une personne qui n'avait rien à voir avec l'affaire, qui avait pris des photos des lieux, avait pris une photo de lui 1000 mètres plus loin que la personne qui aurait agi. Donc il a été grâce à ça, c'est juste une photo qu'il a sorti de prison. Mais ça veut dire que s'il se retrouve en prison, la personne qui se retrouve en prison a très peu de moyens de pouvoir prouver sa bonne foi. Si elle n'a pas un bon avocat, en l'occurrence c'est un bon avocat, et surtout s'il n'est pas en mesure de pouvoir donner des preuves tangibles, matérielles et neutres. Parce que malheureusement, si c'était un de ses copains qui avait pris la photo, on aurait dit que c'est un ami. Oui. Vous voyez ? D'accord. Alors justement, lorsque l'une des personnes est victime de tous ces faits et on la met en prison. Alors elle peut vous saisir, qu'est-ce qui se passe? Comment vous intervenez?
Alors, ce qui se passe, nous, on vient de fonder l'association à la suite d'une célèbre affaire en France, qui est l'affaire Ramadan, donc, qui a défrayé la chronique, parce que précisément, lui, c'est pareil, il va en justice en pensant qu'il va être entendu et qu'il partira, mais il connaît pas le système. C'est un système qui est quand même compliqué, c'est pas évident. Deux personnes disent la même chose, donc on le met en incarcération pour des actes graves. Et nous, on s'est rendu compte que finalement, si ce monsieur, et c'est là où ça devient intéressant, si ce monsieur est mis en prison, alors que c'est une célébrité internationale. C'est une sommité. Un intellectuel, c'est pas un voyou ou un délinquant, Tout à fait. Il n'a pas de capuche ou de casquette. S'il est mis aussi facilement, enfin c'est facilement, il y a eu tout un processus, c'est pas fait en 3 jours. En prison, qu'est-ce que ce sera si ce cas de figure se confirme, et s'il est évidemment non coupable, il faut être très clair, on ne prend pas position sur la question de sa culpabilité. C'est pas le propos. C'est-à-dire que si effectivement on était capable de mettre un homme aussi important en prison aussi facilement et qu'il est non coupable, la conséquence, c'est que derrière, tous les petits qui sont rien, en gros les lambda, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dira, tiens, je sais pas moi, il y a eu une agression dans la rue d'une jeune femme, 2 types passent par là, on les prend, bah forcément c'est des Arabes, donc c'est des violeurs. Et là on tombe sur ce qu'on appelle le fait colonial, c'est un peu la perception que j'ai, pas de la part des juges, je précise, de la part des médias français, de dire l'arabe violeur, voleur, voleur. Donc le cliché colonialiste qui dit, ces gens-là sont fourbes, ils ont un double discours, on l'entend tout le temps, ils méritent la prison. Et nous on se dit, mais c'est quand même étrange, parce que à 2 affaires comparables, l'affaire de Jawad, ceux qui a hébergé donc les gens de Daesh, qui ont fait des attentats, horribles attentats, il n'y a même pas à discuter. En revanche, lui, il a fait l'intéressant devant les médias, c'est pas un type très intelligent, donc il a commencé à faire son numéro. Il prend le micro, je les connais, c'est moi qui les ai mis chez moi, donc clairement on voit bien que c'est pas un type très fin et très intelligent. Il s'auto-incrimine, la France est traumatisée à la suite de ces attentats, des Arabes ont tué, on a un Arabe, on veut que ce soit lui. Oui. Et là, il fait 2 ans et demi de prison. Il devait prendre pour tout le monde, en fait. Comment ? Il devait prendre pour tout le monde. Bah, bon, fort heureusement, les juges ont fait le travail, et ils l'ont fait extraordinairement, puisque finalement toute la France aimerait qu'il soit le coupable idéal. L'arabe, délinquant, voyou, enfin tout ce qu'on a comme cliché, pas intelligent en plus. Et de l'autre côté, les juges font leur travail et ils en arrivent à se dire quoi ? Bah effectivement, il a rien fait parce qu'il est pas intelligent, c'est clair, mais il a pas du tout l'idéologie ancrée en lui de ce qu'on appelle le djihadisme. Donc là, c'est le problème. Et il a fait quand même, c'est là où on s'est interrogé. 2 ans et demi de prison pour lui. Moi, j'ai un ami qui a pris 4 ans et demi de prison pour rien. Je veux dire, on répare pas 4 ans et demi de prison d'un jeune. Sa vie est finie, je veux dire, il y a un choc psychologique, il y a quand même la confrontation de la vraie délinquance avec des gens qui n'en sont pas. Et encore, Tariq Ramadan, il est bien loti, parce que lui, il est quand même qui est arrivé. La prison d'or, enfin. Voilà, c'est exactement ça. Il est quand même tout seul, il n'y a pas toute cette charge carcérale de surpopulation carcérale, des conditions d'hygiène déplorables, du froid l'hiver. Et là, on se dit, il faut un stop. Et qu'est-ce qu'on a pensé ? On s'est dit, mais il y a quand même des dispositifs qui existent. Le bracelet électronique est un formidable dispositif. Je veux dire, maintenant, avec un téléphone portable, on est tracé sur toute la planète. Un bracelet électronique, j'en parle même pas. Et ça permet 2 choses. La première, ça permet d'éviter, c'est pour ça que je suis contre la peine de mort, qu'on se trompe. Si quelqu'un n'a pas commis un méfait, il va être inquiété, ça va l'ennuyer, mais c'est pas la prison. Ensuite, en termes de coûts, ça permet d'éviter les surcharges dans les prisons et donc d'éviter des surcoûts pour la collectivité locale. Il faut quand même voir quelqu'un, quand on le met en prison, on le chauffe, on s'occupe de ses vêtements, on le nourrit. C'est ça la réalité. Donc c'est un coût pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est presque une récompense, j'exagère évidemment. Alors que là, s'il est chez lui, il se prend en charge. Et il attend son procès normalement. Et si jamais il veut s'en aller, ce qui est impossible avec un procès, interpellation instantanée. Donc c'est vers ça qu'on voudrait tendre et c'est vers ce type de réforme qu'on voudrait arriver. À savoir, il faut que le législateur, donc le Parlement français, statue pour dire aujourd'hui on arrête ces détentions provisoires. Sauf cas graves de type, ce que j'appelle les flagrants délits. Quelqu'un qui va violer une femme et la tuer, bah, ça c'est difficile de ne pas l'incarcérer évidemment. Alors vous souhaitez donc, par le biais de votre association, faire des propositions de loi ? Absolument. C'est ça que c'est pas, on fera pas de proposition de loi pour m'en parler, mais si on va y travailler. Ce qu'on veut, c'est interpeller, ce qu'on fera d'ailleurs, c'est interpeller le Parlement pour leur dire, j'ai développé les arguments à l'instant, pour leur dire non seulement ça peut conduire à des drames gravissimes, on a une affaire qui est très connue en France qui s'appelle l'affaire d'Outreau, où les juges ont fait leur travail en leur âme et conscience. Ils ont cru que les enfants ne mentaient pas. Donc Outreau, c'est l'histoire d'enfants qui auraient été agressés, et finalement c'est la mère qui les a manipulés en disant tout le village était complice et c'était le contraire. C'est la mère qui était complice des enfants. Les enfants ont menti et ils ont pris des années de prison. Certains se sont suicidés, d'autres ont perdu leur famille parce que tout le monde était d'accord pour dire on touche à des enfants, ces gens-là méritent d'être massacrés. Donc là, c'est vraiment ce que j'appelle la doxa qui a parlé. La pression était conséquente et les juges sont des êtres humains. Ils voient une histoire d'enfants qu'on a pu maltraiter ou violer, ils sanctionnent. Malheureusement, ils ont eu tort. Donc on ne veut pas que ça se reproduise. C'est-à-dire que si ces gens-là, il y avait une enquête sérieuse qui avait été conduite avec le postulat que les enfants peuvent mentir, c'est une chose qu'il faut savoir, tout le monde peut mentir, ou être manipulé surtout. S'il n'y avait pas eu ça, s'il y avait juste été en surveillance, à ce moment-là, ce drame ne serait pas arrivé. D'accord. Cher Gamal, nous allons marquer une courte pause. Je vous invite à rester avec nous.
J'invite également nos chers téléspectateurs et téléspectatrices à rester et à nous rejoindre tout de suite après. Merci. De retour parmi nous dans cette seconde partie d'émission, toujours en compagnie de Monsieur Gamal Abina. Alors, cher Gamal, nous avions parlé juste avant de la présomption d'innocence et des actions de votre association. Alors, nous parlions aussi d'outreau. Alors, de justement les personnes qui ont été incarcérées, enfin les drames qui se sont passés aussi dans les familles. Vous avez encore d'autres, d'autres cas comme cela où j'ai envie de dire que malheureusement, il faut aller un petit peu au tribunal pour s'en rendre compte. Et moi, j'allais souvent au tribunal dans le cadre de mes études. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un peu, alors, il faut être très clair. Il y a beaucoup de délinquance dans les banlieues, ce qui est logique, c'est une question sociale. Et quand un juge qui voit des centaines de délinquants défiler, voit un nouveau délinquant à ses yeux, il a tendance à penser qu'il est un peu coupable. Pour prendre un exemple très concret, par exemple, moi j'étais une fois dans une affaire d'une arnaque qu'on m'a faite sur le plan financier, opposé à un Européen de souche, comme je les appelle. Et je suis arrivé et j'étais très mal reçu pas par les juges, mais par le policier qui était en faction, enfin le gendarme pour être précis, qui était persuadé que c'était moi qui étais entendu comme étant la personne poursuivie. Il a fallu à peu près une bonne demi-heure pour qu'ils se comprennent que j'étais là pour être entendu en tant que vous étiez donc, voilà, vous étiez la victime. Ouais. Et après une enquête qui a été longue de 6 mois et tout. Donc ça donne une idée un petit peu générale. Il me parlait très mal au départ. Après, quand il a commencé à comprendre que nous étions, enfin que je dis moi en l'occurrence, du bon côté entre guillemets, et que l'arnaqueur était de l'autre côté, là il s'est calmé. Et malheureusement, dans les tribunaux, il y en a un à Pontoise à côté, c'est pareil, il y a une automatisation un petit peu de la perspective de se dire, bon, il y a de la délinquance, il y a la violence, qui n'est pas à nier. Maintenant, il y a le terrorisme, c'est encore pire, le facteur accélérant. Oui, on en rajoute. Alors, on parle même pas de ça, là, quasiment, on est presque, on porte la mort, c'est bien dangereux. Et ils se disent quoi, ces êtres humains qui regardent la télévision comme nous, qui ont du BFM et du ITélé, qui ont surtout une peur légitime. Quand il y a des attentats, je peux comprendre la peur, elle ne se discute pas. Ils se disent, celui-là, c'est peut-être un problème. Pour peu qu'il ait une sale tronche, entre guillemets, j'utilise le terme qui est très, très familier, on peut se dire il faut l'exclure de la société dans le but de préserver la société. Parce que c'est un danger. C'est un danger potentiel. On parle de potentialité, on parle même pas d'avéré. Oui, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on se dit on va exclure une personne, 2, 3, 4, 10 000, 20 000, 100 000, c'est pas possible, on est 6 millions. La perception qu'on a de nous, elle doit être objective. Il y a un type, à la télévision, je dis type parce que c'est un maghrébin aussi d'origine, qui s'appelle Éric Zemmour, qui a dit une fois une chose très juste, et qui a dit une chose très juste en omettant une partie de la vérité. Il a dit 80% des gens détenus en prison sont d'origine africaine, maghrébine, subsaharienne. Il a parfaitement raison, c'est un chiffre qui se vérifie. En revanche, ce qu'il oublie de dire, et c'est là où il est malhonnête, parce que lui-même est d'origine maghrébine, il oublie de dire que sur ces 80% de personnes en prison, 100% viennent de cités. Et que les mêmes maghrébins, pour prendre les maghrébins, donc arabo-musulmans, dans le reste du monde, non seulement ne vont pas en prison, mais ont une réussite sociale éclatante. On est respecté. J'étais en Angleterre, c'est impressionnant la différence qu'ils ont vue dans Oui, tout à fait. C'est vrai que on n'est pas sur le même modèle. Là. Ça n'a rien à voir. Parce que là-bas, on est considéré comme des gens qui réussissent, qui sont travailleurs. Alors qu'ici, le seul pays au monde où on est considéré comme des gens qui ne sont pas adaptables socialement, la fameuse intégration, dans ce pays, la question sociale prédomine. La question sociale est un écrasement de l'individu. Je ne parle même pas du système carcéral, entre guillemets, donc des banlieues, du système de l'échec scolaire programmé par un système de sectorisation qui oblige tous ceux qui ratent leurs études à rester entre eux. Je ne parle même pas de la question de se dire il y a le pari intramuros et l'extramuros, ça devient la délinquance, cette espèce de bourgeoisie comme ça enfermée en elle-même. Mais il y a une réalité, c'est que la perception qu'ils ont de nous, effectivement, est une perception négative. Et d'ailleurs, je fais le test, et c'est une petite exclusivité, rapidement, j'ai fait le test à des personnes pour leur dire vous avez des réflexes racistes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste, je parle de réflexes. Et j'ai dit, voilà, s'il n'y a pas de réflexe raciste, très bien. Donnez-moi une seule qualité d'un arabe. Une qualité d'arabe. Aucune. Les gens sont obligés de réfléchir pour trouver une qualité en arabe. Et j'ai dit, ça s'appelle un réflexe raciste. Parce qu'il était programmé, c'est pas d'hier, les médias qui tapent, la délinquance partout, enfin, tout ce discours anxiogène. Et j'ai dit, mais si vous avez dit un japonais, vous auriez dit travailleur, inventif. Si vous avez dit un allemand, rigoureux. Si vous avez dit américain, enfin, tout un tas de qualificatifs positifs, un anglais vertueux, un anglais rigoureux, un anglais. Ça, c'est toujours, ou en espagnol, n'importe quel type de peuple, on leur donnerait des qualités qu'on n'entend pas chez les Arabes. C'est-à-dire qu'on voit pas, pourtant ils en font des choses, les Arabes, mais la perception générale est négative. Preuve en est, lorsqu'on parle d'un Arabe, en règle générale, pas dans la publicité, pas dans la télévision, pas dans le cinéma. C'est problématique.
Et depuis, effectivement, 2015, il y a une crispation qui s'est faite. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une tentative de l'État de calmer le jeu en proposant quoi? En proposant une visibilité des Arabes à nouveau, enfin des Arabo-musulmans. Donc on veut les rendre visibles, pas trop, mais un petit peu quand même, pour calmer le jeu. Le problème, c'est que le mal est déjà fait. Ils ont fabriqué, dans les banlieues, ils ont fabriqué des monstres. La frustration, la violence, le déni, le refus, pas d'insertion, je parle pas d'intégration, mais d'insertion sociale n'existe pas. Donc ils ont créé des gens frustrés à mort et ce que j'appelle des monstres de banlieue. Ils ne sont pas tous des monstres, il y en a quelques-uns, c'est une infime minorité, mais il suffit d'une minorité pour mettre le feu. Aujourd'hui, le mal est fait. Maintenant, il y a un énorme travail pour attraper ce problématique. Et justement, alors, comment faire? Est-ce que vous allez faire aussi des propositions pour essayer de rattraper ce mal? Enfin, vous avez mis des choses en place déjà? Déjà, moi, j'ai envie de dire, on a tous été confrontés à la police. Ça, c'est un classique. Impossible d'échapper au rapport de police, de rapport avec la police plutôt, violent. Le côté méprisant, cow-boy, enfin bref, tout ce qu'on entend de la police, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il faut, une bonne fois pour toutes, réformer les écoles de police pour qu'ils arrêtent de considérer que le délinquant est forcément noir ou arabe. Ça, c'est la première des choses. Parce que dans les écoles de police, malheureusement, c'est les dérives qu'on observe. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, il faut conscientiser le citoyen, je parle du citoyen au sens large du terme, le maghrébin est inclus évidemment, pour lui dire que tu ne dois surtout pas avoir un rapport de violence vis-à-vis de l'autorité policière. Si le policier le respecte, il faut qu'il réponde par respect. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas aujourd'hui. Le policier ne le respecte pas et vice-versa. Et troisième chose surtout, c'est le rapport. Je pense qu'il faut une éducation populaire, à savoir, quand un policier vient interpeller un jeune, il faut que le jeune connaisse les 10 points qui lui permettent d'être bien interpellé, qu'il soit un minimum conscient du droit et qu'il se sache connaître la loi parce qu'il ne la connaît pas. Concernant les lois à proprement parler, je pense qu'effectivement, et là je vais mettre le doigt sur quelque chose qui fâche, c'est que pour moi les premiers responsables de la délinquance dans les banlieues et les pires choses qui sont passées, c'est les commissions d'attribution. Elles ont concentré des populations aux mêmes endroits. Alors j'ai beaucoup discuté avec des élus, ils m'ont répondu mais ils veulent être ensemble. Moi je réponds non, c'est faux. Il n'y a aucune commission d'attribution, on a la possibilité de dire je veux être là. C'est eux qui les mettent ensemble en fonction des ethnies. On voit le Mali par exemple, c'est Montreuil. On voit Aubervilliers, c'est les Algériens. On voit comment ça, Mantes-la-Jolie, c'est les Marocains. Enfin, c'est vraiment les Portugais en 94. Il y a une concentration volontaire. Concentration volontaire, ça veut dire impossible de faire ce mélange social qui fait que à l'étranger, ils arrachent. Pas de mixité, donc pas d'exemple, pas de réussite. D'accord. Oui, justement. Alors, en parlant de réussite, pourtant, nous en avons des belles réussites des personnes, enfin, dans notre communauté qui réussissent, qui ont écrit des livres. Enfin, du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin. Alors là, pour le tableau noir, je vais le dresser évidemment. Maintenant, le tableau beaucoup plus lumineux. Ouais, parce qu'il y a aussi quand même du positif malgré tout. C'est plus que du positif. Ouais. C'est un truc extraordinaire qu'on ne dit jamais. Moi, je vais encore plus loin que des réussites singulières de gens qui écrivent des livres ou qui montent une société dans l'informatique. Donc, je disais, ce qui est extraordinaire et singulier dans cette réussite maghrébine, africaine, mais surtout maghrébine, c'est qu'on observe les données statistiques de l'INSEE, hein, je les invente pas, qui disent que 10% des créateurs d'entreprises en France sont d'origine maghrébine. Et là où je trouve c'est extraordinaire, c'est que le saut qualitatif, c'est-à-dire le maghrébin, fils d'immigrés, de parents illettrés, pour à peu près 95% des cas, on a tous connu ça, nos parents ne savent pas lire et écrire, est passé de fils d'ouvriers, de fils d'employés, de fils de gens ultra défavorisés qui n'avaient pas accès à la culture, à cadre. En une génération, on est passé de rien à tout. Et il est vrai qu'on voit toujours le petit voyou qui va mettre un peu de bruit, mais on voit pas les 100 personnes qui travaillent. Oui, parce qu'il y a du potentiel, du coup. Enfin, je veux dire, pour passer, comme vous l'avez dit, voilà, de parents qui ne savent ni lire ni écrire et d'un seul coup d'être cadre, c'est qu'il y a un réel potentiel. C'est-à-dire que si on donnait ces chances, enfin, les chances à toutes ces personnes, je veux dire, elles pourraient aller beaucoup plus loin et justement avoir de plus gros postes encore à responsabilité. Absolument. Bah, on a vu le cas Uber qui malheureusement ils ont serré la vis. Sur Uber, c'est extraordinaire. Les jeunes dont on disait que c'était qui tenaient les murs, ce qu'on appelle chez nous en Algérie, on disait hitistes, ils tiennent les murs. Ces jeunes-là, on considère que c'est des feignants par nature. Il y a toujours l'essentialisation. Bon, il est jeune, délinquant, feignant, fils de feignant, bref. Et en réalité, dès qu'Uber est arrivé, ils se sont précipités, mais là je tiens de personne, ils sont précipités pour travailler du 12, 14, 16 heures par jour pour travailler, pas pour voler, pas pour faire des actes répréhensibles, pour bosser et être reconnus comme étant travailleurs indépendants. Malheureusement, ils ont réglementé, donc ces gens ont été exclus maintenant, Uber c'est plus pour eux parce qu'il faut des diplômes minimum. C'est dommage d'ailleurs. Je pense que le principe de Uber, de laisser les gens pouvoir travailler tranquille avec le dispositif, un des rares bons dispositifs qui est proposé du gouvernement, qui était la création d'entreprise en entreprise individuelle, enfin en l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur qui est devenu entreprise individuelle. Ce dispositif était bon parce que des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme avaient une volonté de travailler et pouvaient s'exprimer. Et c'est ce qui fait la différence justement dans le monde anglo-saxon et le monde français, c'est que le monde français, il met des carcans partout. Alors qu'un maghrébin, quand il va dans le monde anglo-saxon, même on voit à Dubaï, le phénomène des maghrébins à Dubaï, il est impressionnant. Oui, ben justement, là-bas, il y a une grande réussite. Hein. Enfin, tous ceux qui font leurs études ici, je veux dire, ont bac plus 5, même bac plus que 5, et ne réussissent pas en France. Et lorsqu'ils vont à Dubaï ou au Qatar ou ailleurs, là, c'est vrai qu'ils réussissent. Et j'ai encore pire, moi je parle de ceux qui font bac moins 5.
J'ai connu des bacs -5, je vais plus connu ça, qui sortaient de 3e, ils vont à Dubaï, ils réussissent. Parce qu'ils y croient, parce que les barrières psychologiques qu'ils ont devant eux, ce fameux plat de fond de verre qu'on leur a toujours mis au-dessus de la tête parce que pas la bonne couleur, là-bas, ils n'existent pas. Ils répondent au code. Ils sont musulmans. Ils sont maghrébins, donc arabes, de fait, culturellement. Ils savent plus ou moins parler la langue, ils l'apprennent très vite, ils se débrouillent en anglais, et ils se battent. Et moi, j'ai vu des gens, j'ai un copain qui est photographe là-bas, c'était un voyou ici. Là-bas, c'est un photographe renommé, il a payé sa maison, il a fait ce que jamais de sa vie il aurait pu réussir ici en 50 ans. Et c'est pour ça que je dis, la question sociale n'est pas une question anonyme, la perception de ce fameux réflexe raciste qui dit, l'arabe, forcément, c'est un peu dangereux, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, et surtout le caractère extrêmement le carcan vraiment des réglementations qui empêchent les gens de pouvoir se lancer dans le travail, si toutes ces choses sont levées, la problématique qui se pose à nous n'existera plus parce qu'effectivement, on constate que ces arabo-musulmans, lorsqu'ils vont ailleurs, ils réussissent, mais de façon incroyable. Moi, j'ai vraiment vu des réussites. Moi, j'ai mes cousins qui sont au Canada, ils sont tous propriétaires de leur maison. Oui, aussi au Canada, oui, c'est vrai qu'on facilite la réussite là-bas aussi. Au Canada, États-Unis, les Algériens qui périclitent ici dans les hôpitaux, là-bas, ça devient des chefs. C'est pour ça que c'est intéressant. Et moi, je pense que le côté positif, si on doit en avoir un, c'est celui-ci, à savoir, on a un modèle, parce qu'il faut être clair, on vient d'une civilisation qui était ancienne. C'est pour ça qu'il y a cette niaque maghrébine. On se dit, on a été un peuple très, très élevé sur un plan civilisationnel. Qui a apporté beaucoup, justement, ne serait-ce qu'aux mathématiques, même la philosophie, enfin beaucoup. Toutes les sciences fondamentales. Pas seulement les mathématiques, parce que c'est réducteur, mais ils ont inventé toutes les sciences mesure. Après, oui, je donnais juste des exemples, petits exemples comme ça. C'est la mathématique moderne, pour faire simple. Ce qu'on utilise aujourd'hui à l'école, ça vient d'un penseur du monde musulman, évidemment, ça vient d'un penseur perse, mais il en demeure pas moins que c'est quand même la fondamentaux de la mathématique moderne. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils viennent d'un socle civilisationnel extraordinaire. Ils le savent inconsciemment et ils ne maîtrisent pas leur code malheureusement. Mais c'est ce qui leur permet de dire « je peux réussir ». Et quand on retire ces barrières qui les limitent, c'est l'explosion. Et on l'observe vraiment bien. Je vais vous donner un exemple très concret qui est intéressant que vous connaissiez. C'est un homme qui s'appelle Kamel Menour, qui vient de la banlieue de Montreuil. Aujourd'hui, c'est une des stars, là on parle d'art, dans le domaine, c'est un galeriste, c'est une des stars, révélateur de stars, et qui fait la promotion des Maghrébins, pour partie. Ça, pour moi, c'est une réussite extraordinaire. On ne le connaît pas. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, c'est quand même symptomatique. C'est la star des stars en France, on ne le connaît pas. C'est vrai que le milieu de l'art est très conservateur quand même. Absolument, mais ça dit quelque chose. Un homme qui vient de nulle part avec des parents illettrés est arrivé à devenir une référence dans le domaine de l'art qui est totalement nous concernant. Qui est très fermé, très élitiste et très fermé. Surtout, on n'est pas de la culture artistique contemporaine. C'est encore plus grand. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit est incroyable. Pour ça que je dis sur ça, moi, je suis optimiste en vérité. Je suis pas pessimiste. Il y a des problèmes sérieux qui se posent. J'espère qu'il y aura des réformes sur le plan social en France pour qu'on en sorte. Mais je pense qu'effectivement, cette niaque que j'observe chez les Maghrébins et chez les Arabes en général, on voit ce qui se passe à Dubaï, on voit ce qui se passe au Qatar, Émirats Arabes Unis. Enfin, il y a une explosion. Ça devient des modèles pour nous. Me donne le sentiment qu'on va redevenir cette espèce de centralité mondiale sur un plan culturel, philosophique, culturel, artistique. Enfin, tout ça, ça va devenir de plus en plus présent. Et c'est pour ça que je reste très optimiste malgré tout. D'accord. Gamal, nous allons devoir mettre fin à l'émission, mais je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé de votre association, de justement la présomption d'innocence, le fait que vous vous battez pour les personnes qui sont injustement mises en prison. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec grand plaisir en tout cas. Avec plaisir, partagé. Merci. Chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à très bientôt dans un prochain numéro. Assalamu alaikum.